Alors, tout de suite, on a Daniel Lache qui s'est inscrit. Donc, je vais rebondir déjà, je n'avais pas prévu sur la proposition de Cathy. À chaud, je trouve que fin novembre, c'est un peu loin. Au moins par le fait que la loi de financement sécu 2021 viendra bien en amont. Et est-ce qu'on veut peser ou pas dessus? Sachant qu'elle risque d'être dramatique sur certains points qu'elle peut comporter. Voilà. Donc je pense que mi-novembre me paraît le plus loin par rapport à ces perspectives d'action si on veut peser au moins sur ce point-là. C'est mi-novembre, Ah, j'avais compris par la fin novembre, d'accord. Mais mi-novembre, c'est vraiment le maximum. Et deuxième interrogation, après j'aborderai un sujet que je voulais traiter. J'ai peur que de rabaisser de 300 à 100 € la demande immédiate crée de la confusion. Moi, personnellement, les 300 € immédiats dont on a besoin dans le cadre d'une revalorisation des pensions tenant compte de l'évolution des salaires, c'était connu. Et voilà, j'ai peur que ça amène de la confusion sur les 300 € qu'on a abordés jusqu'à présent. Je réagis à chaud là-dessus. Bon. Par contre, moi, je voulais intervenir sur... je ne sais pas si vous avez vu, on a modifié l'additif au repère indicatif sur un sujet qui crée confusion, je l'ai entendu depuis hier, entre la 5e branche, 5e risque par rapport à l'autonomie. Bon, je ne sais pas si vous avez vu, on ne parle plus dans l'additif de 5e risque, on parle d'un risque nouveau. Alors je pense qu'on a fait une connerie, il faudrait parler d'un droit nouveau. Bon, parce que si on veut éviter cette confusion, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on réclame par rapport à la perte d'autonomie? C'est qu'il y ait un droit nouveau qui soit inscrit dans la Sécu, et on va plus loin, dans la branche maladie de la Sécu. J'ai entendu ce matin qu'il faut être contre la 5e branche. Moi, je ne suis pas trop d'accord. Il faut être offensif. Et nous, dans la conférence du FR, on a récusé les amendements contre la 5e branche. Ça, c'est ce qu'ils veulent en face. Nous, on veut un droit nouveau dans la branche maladie de la Sécu. Et je pense qu'on a intérêt à porter les choses positivement. On a des propositions alternatives plutôt que d'être à reculons et, comme très souvent, malheureusement, être contre ce qu'ils nous proposent. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment qu'on ancre ça dans nos revendications. Après, j'ai souvent entendu comment on le finance. Il n'y a pas de souci. Parce que c'est vrai que 30 et quelques milliards d'euros de financement, il suffit déjà, je rappelle simplement qu'une étude des économistes atterrés fait état que depuis 2014, nous n'avons pas de déficit de la Sécu. On a un excédent, y compris la commission budgétaire de l'Assemblée, dans la loi de financement Sécu, la dernière qui est passée, ont acté 11,4 milliards d'excédent. Ce déficit de la Sécu, il faut qu'on insiste là-dessus, il est organisé par le gouvernement pour affaiblir la Sécu et diminuer ses dépenses. En ce moment, se tient des réunions au niveau de l'État entre la commission, le ministère du Budget et des Finances, des Affaires sociales. Ils sont en train de triturer le budget de l'État pour voir ce qu'ils insèrent dans le budget de la Sécu pour affaiblir encore plus la Sécu et gonfler le déficit. Donc là-dessus, il faut vraiment qu'on batte le fer. Bon, je ne reviens pas sur les exonérations de cotisation, les 66 milliards d'euros dans la loi de financement Sécu 2002. On n'a pas de déficit de la Sécu. Il faut arrêter avec ça. C'est un discours culpabilisateur de ceux qui nous gouvernent. Or, aujourd'hui, la Sécu se porterait bien si elle était financée correctement au niveau de ses recettes. Ce qui n'est pas le cas. Et c'est pour ça que si elle était financée correctement, on financerait ce droit nouveau à l'autonomie dans la branche de la Sécu. Là-dessus, il faut vraiment insister parce que cette branche qu'ils veulent nous enfiler, on sait très bien que c'est l'ouverture aux assurances privées. On sait que ce sera géré par la CNSA qui n'est pas dans la Sécu. J'ai pas trop de temps, donc voilà. Donc là-dessus, il faut vraiment qu'on soit positif. Et c'est pour ça que je voulais insister là-dessus. Et la toute dernière chose, quand j'ai dit que l'État donc crée des déficits, et ça, moi, ça me fait mal au trip, quand on voit qu'ils viennent, parce que la 5e branche, il faut y arrêter. La loi a été votée fin juillet, un décret d'application 10 jours après début août. C'est rare qu'on ait des décrets d'application tout de suite derrière. Donc ça y est, ils ont voté cette 5e branche. Donc arrêtons de dire on est contre. J'insiste lourdement là-dessus. Faisons acter ce qu'on propose. Et pour finir, ils ont, dans ce projet de loi avec le décret d'application prévu, mis 136 milliards d'euros d'endettement dans la CADES. C'est inadmissible. Il y a le déficit qu'on vient de vivre. Ils ont prévisionné 92 milliards de déficit pour 2021-2022. Dans une conjoncture économique qui est très, très aléatoire. C'est pas possible, ça. Tout ça pour faire payer les actifs, les salariés et les retraités,
Je rappelle que la CADES est financée pour grande partie par la CSG, pour grande partie par la CRDS, qu'on paye depuis 1996, un impôt qu'avait contracté l'État à l'époque pour ne pas augmenter les cotisations patronales. Et ce qui fait que là-dessus, ça devait s'éteindre en 2024, ils veulent nous faire payer 10 ans de plus, 0,5%, j'appelle ça d'impôt, pour financer la crise qu'ils ont générée et qu'ils ne veulent pas assumer. Je pense que ça, c'est facile à dire, il faut vraiment que là-dessus, on batte le fer. On ne veut pas payer la crise à la place des patrons et du gouvernement. Les patrons ne payent pas la CSG, donc là-dessus, ils sont exempts du financement de la CADES. Voilà, je suis un peu véhément, mais je pense que sur ces questions-là, ça me paraît suffisamment... Après, on peut se battre sur le pouvoir d'achat, hein, sauf que ça pèse. Et toute dernière chose, les 340 pages du rapport Vacher, personne ne va le lire. Moi, j'ai vite fait une synthèse. Cathy, tu as évoqué 2 mesures. Il y en a 8 qui ont de traiter. J'ai fait le compte. S'ils vont au bout de ce rapport, s'ils vont au bout, j'ai un rapport, ils nous piqueraient 7,3 milliards d'ici 2025, les retraités, et 1,9 milliard les salariés par la CSA qui serait doublée. Est-ce qu'on va laisser faire ça? Est-ce qu'on va continuer à payer? Alors ça, c'est un rapport. Sauf que ce rapport, il est dans les murs. Donc ça, il faut le remettre en cause. C'est pas aux salariés et aux retraités à payer la crise à leur place. Voilà, j'insiste là-dessus, et je pense que dans la campagne, il ne faut pas te faire là-dessus. En termes de l'antique, je dirais, ils nous considèrent comme des moins que rien aujourd'hui. Et puis il y a une deuxième bataille, effectivement, qui me semble qu'il ne peut pas être en opposition, c'est sur ce truc-là qu'ils appellent la 5e branche. Mais il ne peut pas être en opposition, mais il doit être travaillé effectivement avec la Confédération, parce que ça concerne tout le monde. C'est la sécurité sociale derrière qui est en jeu. Et donc il me semble qu'il est essentiel qu'en même temps qu'on mène notre bataille par rapport à l'augmentation de nos pensions et en apportant nos propres revendications, effectivement je suis d'accord avec le camarade, plutôt que d'être en opposition à porter une revendication, il me semble que dans le même temps, nous devons travailler sur cette foutue 5e branche, que je ne sais plus comment l'appeler, avec la Confédération, parce qu'aujourd'hui c'est la sécurité sociale qui est en jeu. Voilà ce que je voulais dire. Mais je pense qu'il faut effectivement qu'on parte sur les pensions. C'est plus possible. Moi je gagne 1 000 € par mois. Voilà, je le dis, parce qu'on a tendance à oublier de le dire. Voilà, je gagne 1 000 € par mois. Ben, si aujourd'hui j'ai 100 balles de plus, je ne serais pas mécontente. 300, je serais encore plus heureuse. Et voilà. Et mine de rien, quand on discute avec la majorité de nos camarades, on se rend compte qu'on est plus près des 1 000 € que des 2 000. Donc voilà, il faut qu'on ait une bataille là-dessus. J'ai Daniel de l'USR 29. Et après, ce sera François. La 5e branche, ça n'existe pas. Enfin, je vais commencer par ce que Cathy nous a développé par rapport au pouvoir d'achat. Parce que finalement, ce qui se passe au niveau de pouvoir d'achat des retraités, qu'on traite de nantis, et ce que propose le gouvernement avec l'instauration d'une branche nouvelle, pas dans la sécurité sociale, je ne vais pas revenir dessus, je suis d'accord avec ça. C'est une stigmatisation globale des retraités, c'est tout. C'est tout. C'est une démarche idéologique. Et on est en train de nous écraser, et je suis d'accord avec ce qu'ont dit les camarades, notre réponse, ce sont nos propositions. Alors après, sur 100 et 300, je suis d'accord avec ce qu'a dit les camarades avant. Et là, on est beaucoup à dire si j'avais 100 € tout de suite, oui, mais ça ne remet pas en cause nos repères revendicatifs et ce qu'on a fait avec les 9, ce qu'on va continuer à faire. Donc moi, je suis d'accord et je suis très satisfait qu'on débouche. C'est une réflexion qu'on avait au niveau de l'USR sur une journée d'action. Ça, c'est très clair. Après, sur la 5e branche, alors, je ne vais pas me fâcher, hein. La 5e branche, ça n'existe pas. Le 5e risque, ça n'existe pas. Des risques, il y en a pour la population de la naissance à la mort. Après, la question se pose de savoir qui prend en charge la couverture de ces risques. Eh bien, mes camarades, c'est 1945, c'est Ambroise Croizat, c'est la sécurité sociale, et c'est tout. C'est ça qu'il faut qu'on couvre. Y compris de dire de créer un droit nouveau. Si on dit que c'est nouveau, ça veut dire que on reconnaît qu'il y a quelque chose de nouveau, des retraités qui... Mais non, je l'ai un peu dit ce matin, il
faut qu'on tienne compte de l'évolution démographique de notre pays. Et puis après, il y a tout ce qu'a dit Daniel Blach, je suis d'accord. Il y a les 100 milliards d'euros, il y en a combien pour les salariés? Il y en a combien qu'on aurait pu mettre dans la Sécu, justement? Non, on donne 100 milliards d'euros, un tiers qui va directement dans les entreprises, et on continue. Là, on donne la main droite et on tire dans la caisse de la Sécu, dans la main gauche. Ça, il faut l'arrêter, c'est tout. Donc c'est ça que je voulais dire. Hein. Oui, je ne trouve pas les mots. Si, juste une chose. On s'interroge, et on le dit depuis hier matin, et je partage pas tout ce qu'ont dit les camarades, il faudrait expliquer la Sécu. Alors oui, mais on démarre. On a une étape qui peut nous mener au 16 novembre, c'est le 7 octobre. Tout simplement. Avec toute la CGT, pour préparer le 7 octobre, c'est de dire la Sécu, elle a 75 ans, et voilà ce qu'elle a fait depuis 75 ans. Et là, on peut démontrer des choses, et voilà ce qu'ils veulent nous casser aujourd'hui. Une fois qu'on a dit ça, il y a des choses qui vont s'écouler naturellement. François Daniel. Oui, bon, moi je suis d'accord avec la proposition, mais je voudrais dire, je ne comprends pas qu'on oppose notre lutte pour la Sécu et le système de santé et notre pouvoir d'achat. Depuis que je suis à l'UCR, j'ai toujours dans la tête ce que nous disaient certains camarades, c'est qu'il ne faut pas qu'on passe 80 de notre temps à parler des 20% qui sont en perte d'autonomie. 80% de nos retraités sont en forme, ont des fois des parents en perte d'autonomie. Ok, les 80% qui sont en forme, le plus gros problème qu'ils ont, c'est bien leur pouvoir d'achat. Et ils ont, contrairement à ce que dit le gouvernement, mais là je pense qu'on est tous capables d'argumenter dans nos territoires ou dans nos professions, ils ont morflé pendant le confinement, parce qu'au-delà de ce que disait Marc du chariot de la ménagère qui avait monté en prix, il y avait aussi qu'ils avaient des enfants ou des petits-enfants qui étaient en difficulté, parce que tout le monde n'était pas en chômage partiel, même remboursé à 80%. Il y en a qui étaient avec beaucoup moins, il y en a qui n'avaient rien du tout, ce qui était selon le statut sur lequel ils étaient pendant le temps de travail. Donc les grands-parents, ils ont des fois hébergé, moi je vois autour de moi des grands-parents qui ont hébergé leurs enfants, leurs petits-enfants pendant le confinement, parce qu'ils avaient la chance d'avoir un petit bout de jardin et que c'était plus simple. Donc ils ont craché au bassinet, comme on dit, hein, vulgairement. Donc le pouvoir d'achat des retraités, on en parle, moi, depuis que je suis militante à l'UCR, bon, avant je parlais d'autre chose, mais on en parle, et on dit tous, même ceux qui ont un peu plus que 1000 €, ils disent tous qu'ils n'ont pas assez, et que surtout, ça évolue pas. Alors, on n'a pas assez au départ, et en plus, cette pension, elle évolue pas. Donc oui, parlons du pouvoir d'achat, je suis entièrement d'accord avec Marc. Moi, à un patron qui me dit que je gagne trop, je lui dis que c'est pas vrai, je gagne pas assez, j'en veux plus. Enfin, je sais pas moi, mais on est CGT ou on est je sais pas trop quoi. Je vais pas être. On a donc cette externe de classe qui devrait ressortir, donc oui, il faut qu'on demande des sous, c'est le meilleur moyen de répondre au gouvernement et au patronat qui veulent nous en prendre. Parce que moi, je sais pas ce qui va se passer sur Agir et Arco aussi, si on bouge pas. Hein. Alors c'est vrai que ça concerne pas tout le monde, mais pour les gens que ça concerne, pour les retraités que ça concerne, Agir Arco, pour moi, c'est 40% de ma pension, je veux dire. Donc si je morfle là-dessus, ben, je vais morfler dur, quoi. Voilà. Donc oui, moi je suis d'accord avec les propositions qui sont faites. L'appel, il faut peut-être l'arranger un peu, mais j'aimerais, voilà, et je trouve que l'argument des 1,7 milliard par rapport au 100, il faut qu'on le mette en avant pour paraître qu'on est crédible, qu'elle est crédible cette revendication. On sait bien dans nos boîtes qu'on s'est toujours battu pour faire apparaître que nos revendications étaient crédibles. Je crois qu'en tant que retraité, il ne faut pas perdre quelques bonnes habitudes comme ça.